Ce lundi, le virus Ebola sévit en Afrique de l'Ouest depuis le début de cette année 2014. En Côte d'Ivoire, aucun cas détecté, mais l'heure est au strict respect des mesures préventives, notamment l'interdiction de consommer la viande de brousse. Nous irons tout à l'heure dans quelques restaurants pour constater l'effectivité. Le poste à péage de Saint-Grobeau sur l'autoroute Abidjan-Yamsokro, bientôt en service. Le président du conseil d'administration du fonds d'entretien routier en charge de sa gestion s'est rendu sur place pour constater l'état d'avancement des travaux. Et le conseil des ministres gabonais a interdit la semaine dernière l'importation des voitures vieilles de plus de 3 ans. En plus de préserver l'environnement, il s'agit de protéger les populations contre les accidents de la route. Bienvenue dans le premier 13h de ce mois de septembre sur RTI 1. Vous le savez, dans le cadre de la lutte contre Ebola, la consommation de la viande de brousse est interdite en Côte d'Ivoire. L'autorité de régulation de la restauration des métiers de l'alimentation a sillonné des restaurants précédemment spécialisés en viande de brousse. D'abord pour constater le respect de l'interdiction et ensuite pour voir comment ces restaurants s'adaptent au changement. Herman Yamia. Nous sommes à Ndotré, un quartier de la commune d'Abobo très célèbre pour ses nombreux restaurants où l'on ne prépare essentiellement que la viande de brousse. Il est 12h30 et les restaurants sont tous clairsemés. Pourtant d'ordinaire, à cette heure précise de la journée, cet endroit grouillait de monde. Aujourd'hui, les choses ont changé. Depuis la mesure du gouvernement interdisant la consommation de la viande de brousse, l'endroit est peu fréquenté. À la cuisine, la viande de brousse a été remplacée par la viande de bœuf et le poisson. Plus la viande de brousse. Maintenant, on a remplacé par le cabri, pintade, poulet africain, escargot, poisson. Les restauratrices soulignent que la rareté des clients a une incidence sur leur chiffre d'affaires. Elles songent même à changer d'activité. Nous sommes prêts à ne pas préparer parce que on ne peut pas défier l'autorité. On dit c'est la viande de brousse, on vient manger. Et il faut que les clients même viennent pour savoir qu'il n'y a plus. Ils ne viennent même pas. Les quelques clients qui fréquentent encore les lieux précisent qu'ils y viennent encore par simple habitude. On vient par rapport à la nostalgie du passé. Sinon, et plus ce qu'on avait à manger ici, aujourd'hui c'est devenu un peu comme la maison. Quand on vient, c'est les poissons, les poulets et autres qu'on mange. Riviera, route de Benjaville, celui également populaire du district d'Abidjan, n'est pas mieux loti. Depuis le problème de viande est venu, on n'a plus rien. Vous voyez le coin, il n'y a personne. L'initiateur de cette visite terrain, le président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation ARMA, a pu constater que les restaurateurs respectent les mesures du gouvernement. Les restaurateurs ne seront pas le canal par lequel passera cette maladie. Nous disons et nous confirmons zéro Ebola par les restaurateurs. Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir afin que cette maladie ne puisse pas sévir en Côte d'Ivoire par nous. Au cours de cette visite surprise, le président de l'AMA s'est également rendu à la locodrome de Cocody. Pour améliorer les conditions d'hygiène dans cet espace, il a proposé que la locodrome soit fermée pour des travaux de réhabilitation. En Guinée, face à cette épidémie de fièvre Ebola qui décime la population, la peur a fait place à la colère. Pour les populations, les autorités gèrent mal la situation. Reportage. À Conakry, les autorités tentent de rassurer après l'hospitalisation d'un Guinéen à Dakar. Cet étudiant a bien été contaminé en Guinée par son frère. C'est sa sœur, atteinte elle aussi par Ebola, qui a expliqué aux médecins qu'il venait de partir au Sénégal. Nous avons pris quelqu'un de notre bureau ici de OMS qui parlait le Wolof. On a commencé toute l'investigation, on a alerté les équipes au Sénégal pour qu'ils puissent prendre les mesures. Donc je pense que ça montre vraiment le système d'alerte et contact, on travaille bien ensemble. Mais en Guinée, le système d'alerte ne fonctionne pas toujours aussi bien, loin de là. Dans la commune de Matoto, la Croix-Rouge arrive pour récupérer une dépouille, celle d'une femme qui s'est présentée dans cette clinique privée. Les médecins ont d'abord cru à une crise de paludisme jusqu'à ce que la patiente vomisse du sang. Ils ont alors alerté les agents chargés de la riposte contre Ebola. Le numéro vert que nous avons, on a appelé tout de suite les gens, à les alerter pour dire « Ah, nous avons un cas en face de nous ici, est-ce que vous pouvez venir voir pour nous aider à faire le diagnostic différentiel ?» Mais personne n'est venu, il n'y a pas eu d'analyse de sang. La patiente mourra le lendemain et son corps est resté à la clinique pendant 2 jours.
Un délai qui a déclenché la colère des gens du quartier. À mon arrivée, la foule était sur le point de détruire la clinique. Je leur ai dit non. Je leur ai dit que nous devrions plutôt chercher à savoir quelle maladie c'était et prendre les dispositions qui s'imposent. Le chef de quartier, lui aussi, dénonce des dysfonctionnements. La Croix-Rouge est incapable. Que les autorités de la santé sont des incapables. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Sollicitée, la Croix-Rouge guinéenne n'a pas voulu répondre à nos questions. Malgré l'état d'urgence sanitaire, l'épidémie ne cesse de progresser en Guinée. Bilan officiel, 409 morts. En Côte d'Ivoire, le district autonome d'Abidjan veut prendre une part active à la campagne de sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola. Une session d'information sur les mesures d'hygiène a été tenue à l'endroit de ses agents. Flore Kakou, Grace Kando. Freiner la marche meurtrière du virus Ebola dans la sous-région par la prévention et la sensibilisation. C'est la stratégie adoptée par le gouvernement ivoirien. Et le message a trouvé un écho favorable auprès des populations. Le district autonome d'Abidjan a pris le relais. Une campagne de sensibilisation à l'endroit de ses agents a été initiée autour du slogan « Le district d'Abidjan sans Ebola, c'est possible avec moi ». Le docteur Stéphane Diadan a rappelé que la transmission du virus se fait de l'animal à l'homme, puis de l'homme à l'homme, d'où la nécessité de bien se laver les mains en utilisant du savon ou du gel antibactérien. Samuel Mobio, vice-gouverneur représentant Begré-Mambé, a quant à lui invité ses agents à respecter scrupuleusement les consignes du gouvernement. La Guinée, la Sierra Leone, le Nigeria, la République démocratique du Congo et maintenant le Sénégal sont les pays où le virus Ebola sévit. La maladie à virus Ebola est une maladie virale aiguë se caractérisant souvent par l'apparition brutale d'une forte fièvre supérieure à 38,5 degrés, une faiblesse intense des douleurs musculaires, des maux de tête et une irritation de la gorge. Ces symptômes sont suivis de vomissements, de diarrhée, d'éruptions cutanées, d'insuffisance rénale et hépatique et dans certains cas d'hémorragie interne et externe. Il faut signaler que jusqu'à ce jour, aucun cas d'Ebola n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. La lutte contre Ebola, c'est également l'affaire des chasseurs traditionnels appelés Dozo. Ils ont décidé de participer activement à ce combat pour éviter l'entrée du virus sur le sol ivoirien. Abou Sanogo. Les chasseurs traditionnels Dozo ne peuvent pas se substituer à la police, à la gendarmerie et aux forces républicaines de Côte d'Ivoire pour sécuriser les manifestations et meetings des candidats à l'élection présidentielle de 2015. Ils l'ont annoncé au cours d'une assemblée générale ordinaire tenue à Anyama. Il s'est agi également pour eux de plancher sur la gestion interne de leur organisation et de prendre position vis-à-vis des questions relatives à la vie de la nation. Touré Moussa, le président de la confrérie des Dozo de Côte d'Ivoire, a soutenu que le Dozo n'est ni un militaire, ni un gendarme, encore moins un policier pour assurer la sécurité d'un responsable politique. Concernant la fièvre hémorragique Ebola, le président de la confrérie des Dozo de Côte d'Ivoire a invité ses pairs au respect des mesures prises par le gouvernement. Cette assemblée générale ordinaire a vu la participation de plusieurs chefs traditionnels Dozo venus des chefs-lieux des régions et des départements. Rappelons que le virus Ebola a fait à ce jour 1552 morts sur 3069 cas détectés et pour l'heure, aucun cas en Côte d'Ivoire. Voilà un an qu'une unité de médecine traditionnelle a ouvert ses portes au sein même du CHU de Trècheville. Elle est spécialisée dans l'argilothérapie. 17 000 patients y ont été suivis. Ils ont suivi des traitements à base d'argile naturelle. Ont-ils été guéris? Le bilan de cette phase expérimentale avec Léon Bro. CHU de Trècheville, centre d'argilothérapie. Aliko y est arrivé il y a 5 mois, partiellement paralysé à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Il est en passe de recouvrer l'usage de ses membres. J'arrive à me déplacer quand même. Il y a des moments où je m'oublie. J'ai l'impression que ça va. J'espère que ça va aller. Voici le praticien qui suit Aliko, Aboutou Koufidi, soigné à base de plantes avec pour remède principal l'argile. En un an d'activité dans ce cabinet, il ne peut évaluer le taux de guérison de ses malades. Il note toutefois avoir traité plus de 17 000 patients. Beaucoup de malades ont été déclarés guéris par les médecins. Nous, on ne déclare personne guéri. Quand quelqu'un qui avait un cancer, par exemple, le médecin dit qu'il est en rémission, qu'il va lui donner 6 mois
pour voir si la maladie va revenir. Pour nous, la personne est guérie. Nous sommes passés d'un patient à 120 patients par jour en termes de santé publique. C'est une réalité que la médecine traditionnelle est utilisée en Côte d'Ivoire. Le bilan pour moi est positif. Possible de recouvrer la santé au centre d'argilothérapie, mais une guérison non sans difficulté. Le coin est tellement exigu que nous passons 6 heures de temps. Aujourd'hui, par exemple, je suis arrivé ici à 7 heures, mais il est presque midi, je n'ai pas encore été reçu. Alors, on souhaiterait que M. Aboutou trouve un cabinet plus grand. Élargir le centre d'argilothérapie pour l'épanouissement des praticiens et patients, le ministère de la Santé en a fait sienne la préoccupation. Il envisage même l'installation de centres d'argilothérapie dans les autres établissements sanitaires de référence du pays. En attendant la concrétisation de cette volonté, Aboutou Kofi et ses 120 malades se bousculent au quotidien dans ce cabinet de 30 mètres carrés au CHU de Trècheville. Un centre de santé moderne et tout équipé pour les populations du village de Laou-Panda. C'est dans le département de Grand Laou. Baptisé Henriette Konan-Bédier, ce don de la Fondation Petrosi vient pour permettre aux populations d'avoir un accès rapide à des soins de qualité. Mamadou Kwasi. Ambiance carnavalesque à Laou-Panda, un village du département de Grand Laou. Les populations ne se déplaceront plus en pirogue pour des raisons de santé ou de blessures graves. Leur centre de santé composé d'un dispensaire et d'une maternité est à nouveau fonctionnel. Baptisé Henriette Konan-Bédier, ce centre de santé bénéficie d'une réhabilitation totale et d'équipements matériels. Le tout d'une valeur de 45 millions de francs CFA. Une action de la Fondation Petrosi. La cérémonie d'inauguration était l'occasion pour la directrice exécutive de la Fondation d'inviter la population à fréquenter le centre de santé. Brave population de Laou-Panda, je vous exhorte à vous approprier ce centre de santé qui est désormais le vôtre. Allez-y vous faire soigner en cas de besoin. Je vous incite également à en prendre soin afin de préserver votre santé. Aux femmes, aux mamans, je voudrais aussi vous encourager à fréquenter le centre, surtout en période de grossesse. Faites-vous suivre régulièrement afin d'avoir de beaux bébés forts et débordants de santé, car ce sont eux qui constitueront demain l'avenir de notre chère Côte d'Ivoire. Propos soutenus par le préfet de Grand Laou, Emele Kwame, qui a demandé aux cadres de s'unir pour le développement de leur département. Il a également appelé au renforcement de la cohésion sociale. Les autres intervenants ont salué l'œuvre de la Fondation Petrosi, qui a décidé de partager les bénéfices du pétrole à travers des actions sociales, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation. Le poste à péage de Saint-Grobo sur l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro bientôt en service. Le président du conseil d'administration du fonds d'entretien routier en charge de la gestion du péage s'est rendu sur place. Diakité Koti Souleymane affirme que les travaux avancent bien selon ce qu'il a pu constater. Ali Dirasouba. Il suscitait beaucoup d'interrogations et de curiosités jusqu'ici auprès des usagers de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Certains le trouvaient rudimentaire, d'autres à trop lent. Le poste à péage de Saint-Grobo offre aujourd'hui un bien meilleur visage. L'ouvrage sera bientôt aux normes réglementaires à l'instar de celui d'Atenguier. Déjà, les box et le système de paiement manuel laissent désormais place à l'automatisation des transactions. Pour se rendre à compte de l'évolution des travaux, le président du conseil d'administration du FER, le fonds d'entretien routier, Diakité Koti Souleymane, s'est rendu sur les lieux. Il y a 2 semaines, nous sommes venus faire une visite de chantier. On nous a dit qu'à partir du 27, on allait avoir l'automatisation de nos box. Effectivement, aujourd'hui, je me rends compte que cela est effectif. Dans une seconde étape, il y aura le péage automatique. Vous allez avoir vos badges sur le véhicule. Lorsque vous venez, il y a un capteur qui vient sur la carte et on vous débite automatiquement et la barrière s'élève, vous partez. Alors qu'il fallait jusqu'ici 6 minutes à un automobiliste pour s'acquitter des formalités de paiement avec le système manuel, l'automobiliste gagnera désormais 4 minutes
soit 2 minutes désormais en tout et pour tout pour ces mêmes formalités. Le président du conseil d'administration du FER a tenu à rappeler que le paiement du péage est obligatoire pour tous. Il s'est lui-même soumis à l'exercice. Seule entité exemptée de paiement, les forces onusiennes et celles de la Licorne, avec qui l'État de Côte d'Ivoire a signé une convention. Rappelons que les péages d'Atingui et de Saint-Grobo sont entrés en vigueur depuis le 15 mai 2014. Plus que quelques jours avant la rentrée des classes 2014-2015, moment choisi par l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire pour dresser le bilan de l'année écoulée et au titre des perspectives pour cette année académique, les parents souhaitent une implication de psychologues dans la formation. Godefroy Okambawa, Serge Gongoma. Bilan positif au titre de l'année scolaire et académique 2013-2014 selon le président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, OPEXI. L'organisation se félicite du taux de réussite enregistré cette année. 79,13% au CPE contre 67% l'année dernière, 57% au BEPC contre 40% et 36% au baccalauréat contre 33% l'année dernière. À tout cela s'ajoutent les grandes décisions prises par la tutelle afin d'assainir le système éducatif ivoirien. Des mesures qui visent à rendre ce système plus dynamique. Nous, en tant que parents d'élèves, nous ne pouvons qu'apprécier cela. Nous apprécions cela, mais cela n'évite pas que les problèmes demeurent. Entre autres, les subventions allouées aux fondateurs, les réclamations des enseignants du secondaire, et tout cela constitue toujours des problèmes à régler. Au thème de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été faites, notamment l'implication des parents d'élèves et des psychologues dans le suivi des élèves. Une démarche pour favoriser la socialisation et le développement psychologique de l'enfant. Le Festival international du dessin animé de Yamoussoukro est à sa toute première édition. L'objectif est de promouvoir le dessin animé africain dans l'espace cinématographique mondial. Kader Sogodogo. L'Afrique fait son cinéma à travers un genre dont les réalisateurs sont peu connus sur le continent, le dessin animé. À cet effet, le Festival international de dessin animé de Yamoussoukro, FIDAYAM, a été initié pour révéler les talents et faire la promotion du dessin animé. Le dessin animé ou film d'animation est un art en plein essor, puisque pas mal de personnes, petit à petit, commencent à s'adonner à cet art. Et cet art mérite vraiment d'être soutenu et vulgarisé. D'où l'initiative prônée par Kimi Image de pouvoir faire dédier un festival, notamment un festival international, à cet art. Partenaire de ce festival, le Centre national de la cinématographie du Niger, à travers son directeur général, voit dans le dessin animé africain de réelles notes d'espoir malgré la raréfaction des moyens. Une situation qui doit amener les producteurs à se tourner vers des partenaires privés en soutien à nos États. Jusqu'à aujourd'hui encore, les gens comptent beaucoup sur l'État. Et l'État ne peut pas financer les films, c'est difficile. Lorsqu'on compte sur l'État pour faire des films, on a très peu de chances de pouvoir le faire. Le Festival international du dessin animé de Yamoussoukro, qui avait pour thème la culture facteur d'intégration, a vu 2 prix décernés. Celui de l'intégration, portant le nom du président du Niger, Issoufou Mahamadou, remis à l'invité spécial Demba Ali, et le prix FIDAYAM remporté par le groupe ivoirien Zinimac pour son film Le Mariage. Parlons religion avec cette rencontre annuelle des fidèles de l'église adventiste du 7e jour, et c'est la ville de Yamoussoukro qui a abrité les assises. Chaque année, les chrétiens de l'église adventiste du 7e jour de la Fédération de Côte d'Ivoire se retrouvent pour prier ensemble, fraterniser et échanger sur un thème. Cette année, ces retrouvailles ont eu pour cadre la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro avec pour thème « Se réveiller pour servir ». Une invitation aux fidèles à œuvrer pour le développement de la nation ivoirienne. À l'instar de son Maître Jésus-Christ, le peuple adventiste ne cesse de marteler que le meilleur de la vie se trouve dans le service. Service à son Dieu, service à sa nation, service à son Église et service à son prochain.
Le virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest a occupé une place importante dans les échanges. Pour les fidèles adventistes du 7e jour, il est temps que la prière reprenne sa place véritable au sein de l'humanité pour résoudre beaucoup de problèmes ici-bas. Depuis le livre de Lévitique, Dieu avait déjà mis à part certains animaux pour la consommation et d'autres à ne pas consommer. Et parmi ceux qu'il ne fallait pas consommer, c'est tous les animaux aujourd'hui cités qui sont porteurs du virus Ebola. Et nous, adventistes, nous ne sommes pas trop inquiets puisque déjà nous ne les consommons pas. C'est de voir à travers ces gestes-là comment Dieu dirige l'humanité, comment il veut le bien de l'humanité. C'est pourquoi, dans sa préscience, il a essayé d'éduquer ses enfants. Et ceux qui sont prêts à obéir à Dieu vont éviter beaucoup de maladies. Une prière spéciale a été faite à Dieu par les chrétiens adventistes du 7e jour pour qu'il érige une muraille de feu autour de la Côte d'Ivoire pour empêcher le virus Ebola de pénétrer sur le sol ivoirien. Les autorités politiques et administratives de Yamoussoukro ont remercié l'ensemble des fidèles de l'église adventiste pour tant de sollicitude à l'égard de la Côte d'Ivoire. 4e édition des Journées nationales de la jeunesse catholique en Côte d'Ivoire. Plus de 1500 jeunes accompagnés de leurs aumôniers se sont retrouvés à Agboville pour célébrer ensemble cette journée consacrée à la prière. Le reportage de Koné Pargassoro est commenté par Abou Sanogo. Le diocèse d'Agboville a abrité cette année la 4e édition des Journées nationales de la jeunesse catholique. Elles ont débuté par une messe au lycée moderne 1 et 2 d'Agboville autour du thème « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Nous avons voulu, n'est-ce pas, initier les jeunes au dépouillement, à l'esprit du dépouillement, à l'esprit de détachement par rapport au bien de ce monde. Occasion pour les évêques d'évangéliser et de sensibiliser les jeunes à l'humilité, au pardon et à la réconciliation. Les évêques ont mis vraiment l'accent sur la jeunesse pour que la jeunesse prenne conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans le processus de réconciliation que notre pays a déjà entamé. La Côte d'Ivoire est en travail. C'est la difficulté d'accouchement. Bientôt, l'enfant, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire nouvelle, va naître. Et ce sera un enfant très beau. C'est pourquoi je dis toujours que ce petit pays étonnera les nations. Pour la jeunesse catholique, cette cérémonie arrive à point nommé. Dans notre paroisse, dans nos lieux de travail, dans nos bureaux, entre nos camarades, nous devons annoncer le Christ. Parce que le Christ est vivant et il est toujours vivant au milieu de nous. Je profite en tout cas pour envoyer tous mes frères qui n'ont pas pu être là de venir, car ça fait vivre et puis ça donne beaucoup de conseils et ça permet aux jeunes d'être dans la vie active. Au cours de différentes messes célébrées par Monseigneur Alexis Toali Yulo, évêque du diocèse d'Agboville et président de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, les chrétiens catholiques ont été invités à prendre des engagements et des résolutions en vue de demeurer dans la lumière du monde à l'image de Jésus-Christ. Au Gabon, le gouvernement lutte contre la pollution. Le Conseil des ministres a décidé la semaine dernière d'interdire l'importation des voitures vieilles de plus de 3 ans. En plus de préserver l'environnement, il s'agit de protéger les populations contre les accidents de la route. Reportage. Toute voiture importée âgée de plus de 3 ans va à la casse. C'est la nouvelle règle en vigueur au Gabon. Elle a été édictée au nom de la protection de l'environnement. Au port de Libreville, plus de 1000 voitures sont concernées et 400 sont attendues par bateau dans les prochains jours. Cette limitation des importations aux véhicules de moins de 3 ans a été rappelée par les plus hautes autorités politiques. Les véhicules importés dans ces conditions-là ne peuvent pas être mis en circulation. Soit le gouvernement décidera de leur rapatriement, soit de les mettre au pilon. Dictat politique, rétorquent les automobilistes gabonais qui s'insurgent contre une mesure générale ne tenant compte ni de la marque, ni du type de carburant utilisé, ni du pays d'origine du véhicule. J'ai fait venir une voiture de plus de 3 ans, mais on ne dirait pas que c'est une voiture de plus de 3 ans, elle est encore belle hein, pour moi-même. Je paye tous les frais et qu'on me dise que cette voiture ne va pas sortir. Tous les frais, je vous dis, c'est triste. Et c'est pour ça qu'on doit se lever, pour défendre nos intérêts.
Certains professionnels du secteur automobile vont plus loin. Ils estiment qu'au lieu d'interdire les véhicules de plus de 3 ans, il faudrait appliquer la loi qui rend obligatoire les contrôles techniques et les équipements pour les faire. Une solution plus efficace, moins conflictuelle et moins chère pour l'automobiliste. Si on fait fonctionner ces machines normalement, si il y a des contrôles de gazement sur l'étendue du territoire national, si les contrôleurs routiers verbalisent les éjections de fumée, on règle déjà de près de 60% le problème de la pollution de l'air à travers les gaz d'échappement automobiles. L'interdiction d'importer les véhicules de plus de 3 ans réunit contre elle les automobilistes et les professionnels du secteur. Seuls les vendeurs de voitures neuves se frottent les mains. Situation confuse au Lesotho. Le Premier ministre s'est réfugié en Afrique du Sud après un coup d'État militaire ce samedi. L'armée dément pourtant ce coup d'État. Les militaires seraient intervenus pour désarmer des policiers qui voulaient fournir des armes à des manifestants. Confusion au Lesotho, ce petit royaume enclavé dans l'Afrique du Sud traverse depuis 24 heures une grave crise qui oppose le Premier ministre et le chef des armées. La capitale a été réveillée samedi par des tirs. L'armée a investi plusieurs points stratégiques de la capitale, confisquant armes et véhicules appartenant à la police. L'armée, qui a regagné ses quartiers dans la mi-journée, nie toute volonté de prendre le pouvoir. Mais le Premier ministre Thomas Taban a dénoncé un coup d'État militaire. Il s'est réfugié en Afrique du Sud. L'armée somalienne et les forces de l'Union africaine ont repris la localité de Bulomareur, bastion des combattants Chebab dans le sud du pays. Cette nouvelle offensive vise à récupérer les points d'accostage des insurgés qui se déplacent souvent par bateau. Le prochain objectif est de reprendre le port stratégique de Baraoué, d'où les Chebab exportent du charbon de bois vers les pays du Golfe. 4 combattants Chebab ont été tués dimanche à Mogadiscio. Ils venaient d'attaquer une prison et le siège des services de renseignement. Le président du Parlement nigérien qui a fui il y a quelques jours au Burkina Faso se serait depuis réfugié en Belgique. Hama Amadou avait été mis en cause dans un trafic présumé de bébés en provenance du Nigeria. 17 personnes, dont le ministre de l'Agriculture, ont été inculpées fin juin à Niamey pour avoir fait de fausses déclarations de maternité. Devenu le principal opposant au président Issoufou, Hama Amadou soupçonne un règlement de compte politique. Il affirme avoir quitté le pays parce qu'il se sentait menacé. En Inde, une loi interdit l'enlèvement manuel d'excréments et de déchets ménagers depuis 1993. Mais ces pratiques continuent pour des millions de personnes, généralement de basse classe et laissées pour compte. Reportage dans cet univers particulier. Toute la journée, elle passe de maison en maison pour prélever les excréments humains. Dans des paniers en osier, elle les évacue. Une tâche réservée en Inde aux basses castes, une tâche fatigante et dangereuse pour la santé. Tout mon corps me gratte. J'ai eu des boutons qui se sont infectés sur tout le corps. Maintenant, ils forment de grandes plaques et ça me démange. Sans ces travailleurs, la société indienne se trouverait confrontée à un gros problème d'hygiène. Mais elle ne les remercie pas pour autant. Les basses castes restent stigmatisées. Nous ne sommes pas autorisés à nous asseoir à côté des autres villageois dans les mosquées. Ils ne nous permettent pas de prendre de l'eau au même récipient. Nos tombes ne sont pas non plus au même endroit. On est des intouchables et ça se traduit partout, à l'école, au puits, à la rivière. Dès l'an 2000, une campagne nationale pour la dignité est lancée. En 2012, une grande marche à travers le pays est organisée. Plusieurs travailleurs décident de changer de vie. Quand nous avons arrêté, les autres nous ont menacés. Ils nous ont demandé comment nous pouvions quitter un travail transmis sur plusieurs générations dans notre famille. Les villageois disaient « on vous battra ». Nous avons répondu « faites ce que vous voulez ». Ils nous ont dit qu'ils ne nous laisseraient pas aller aux toilettes dans leurs champs et que nos bêtes ne pourraient pas non plus y brouter. Un récent rapport de Human Rights Watch dénonce cette discrimination. L'organisation rappelle qu'une loi a été votée l'an dernier pour mettre fin au ramassage manuel des excréments.
Cette loi doit être appliquée. Le gouvernement ne la fait pas appliquer. Les institutions de l'État ne la font pas appliquer. Dans les villages, dans les conseils municipaux, on embauche des gens de cette caste exclusivement pour faire ce travail qui est un travail illégal. Il faudra du temps pour que cette loi soit acceptée dans le pays, car elle s'attaque à une question de fond de la société indienne, le système des castes, auquel la plus grande démocratie au monde ne semble pas encore prête à renoncer. Voilà pour ce 13h. Merci d'être resté avec nous et très bon début de semaine à vous tous sur RTI 1.